Bienvenue pour un nouvel épisode podcast au cœur du relais. Et de quel relais parlons-nous ? Nous parlons du relais pour la vie de Braine-l'Alleud. Aujourd'hui, c'est le dimanche 5 octobre. On est sur la fin tout doucement de cet événement. Et j'ai à côté de moi Nathalie. C'est ça, oui. Tu es la responsable des battantes. C'est bien ça. Je représente la commission des battants. Et tu es aussi une association. Tout à fait. Relicence. Alors, on va faire une petite capsule sur les deux aspects. On va commencer, bien entendu, par ton rôle au relais. Première question, mais pourquoi t'es-tu investi dans le relais depuis combien de temps ? Quel est l'élément déclencheur ? C'est ma première année et je commence sur les chapeaux de roue avec la météo qui nous a amené à tout transformer en 24 heures. Et à changer d'adresse. À changer d'adresse, absolument. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une passation de pouvoir, entre guillemets, une transmission des informations de Nathalie Comans qui s'en occupait l'année passée, qui a été très très bienveillante. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai croisé les chemins du relais quand j'ai été moi-même battante. Battante signifie, pour ceux qui ne connaissent pas... Ça veut dire toutes les personnes qui ont été touchées ou sont actuellement en traitement pour un cancer, quel qu'il soit. Tu vas mieux ? Oui, je vais mieux. Je suis en rémission pour l'instant. Voilà, oui, tout à fait. C'est un heureux hasard de circonstances. En parlant de reviscence, Catherine, entre autres, Karina, Nathalie et l'autre Catherine de l'année passée sont venues à ma soirée de soutien l'année passée. Et de fil en aiguille, elles m'ont proposé de rejoindre l'équipe du comité. Donc c'est en partie la maladie aussi qui t'a poussé et stimulé à te dire je vais prendre action. La maladie amène de très très belles rencontres en fait. Par le plus grand des hasards, j'ai perdu des gens, j'ai divorcé entre-temps, mais on rencontre des personnes en fait avec soit le même passif, soit avec la même volonté de faire la différence. Est-ce qu'on peut dire qu'on rencontre des gens avec les mêmes valeurs ? Il y a une question de valeur là. Absolument. J'ai l'impression. Tout à fait. Hein. Oui. La solidarité, la fraternité. Ouais. On me disait ici récemment, chaque émission on en a parlé, c'est une famille presque. On est une grande famille, une communauté, moi je dis plutôt une communauté. Une communauté, tout à fait. famille, et ça c'est un élément qu'on retrouve et que je ressens fort effectivement. C'est vrai. Il y a cette notion de valeur qui est très puissante aujourd'hui, tout le week-end. C'est ça, absolument. J'ai eu beaucoup d'interviews, j'avais du mal de garder les larmes qui me venaient aux yeux, je suis un grand émotif. C'est Il y a très beaucoup bien. de témoignages puissants qui ont été dits et c'est vraiment important. Toi, tu es responsable des battants, donc des gens qui ont un parcours dans la maladie ou qui s'en sont sortis aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton rôle, ta fonction ? C'est pas une fonction facile. Heureusement que je le répète, j'ai été très bien entourée. Moi, j'ai surtout travaillé en tâche de fond. Je suis une très bonne exécutante, donc j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était envoi des invitations, m'assurer que les battants étaient bien inscrits, qu'ils avaient toutes les bonnes informations, surtout 24 heures avant le début du relais, que l'information soit bien relayée, c'est le cas de le dire. Et s'assurer que tout ce qui est logistique soit opérationnel en temps et en heure. Et pratique, mis en pratique. Voilà, c'est ça, et mis en pratique. Pour les battants, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est eux qui viennent vers le relais ou il y a un travail d'aller chercher les gens ? Est-ce que ça se fait déjà ? Est-ce qu'on contacte les gens malades en leur disant, vous savez, il y a le relais, on peut vous aider, on peut vous relayer de l'information ? Tout se fait par la Fondation contre le cancer, en fait. Donc c'est eux l'élément fédérateur, on va dire. Fédérateur et au cœur. C'est ça, et au cœur de toutes les organisations du relais, puisque c'est grâce aux subsides de la Fondation qu'on peut organiser des relais, en fait. Donc, c'est le point de départ, c'est la Fondation contre le cancer qui est présente à de nombreuses activités, mais aussi dans les hôpitaux, pour sensibiliser, en fait, à l'existence des relais. J'aime bien le mot relais parce qu'il parle de lui-même, ce mot-clé. On relaye de l'information, on relaye la solidarité, on relaye l'entraide. Il y a beaucoup de choses qu'on relaye. On va peut-être aussi toucher un petit mot sur ta deuxième casquette, puisque tu nous parlais que tu as une association. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui se passe aujourd'hui ou aucun ? Tu peux nous en toucher un mot ? J'ai beaucoup de chance parce que, donc, en effet, aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Je suis aussi là avec une équipe qui est donc l'association Reviscence ASBL, qu'on a fondée l'année passée, le 1er mai, le jour de la fête du travail. Ça ne s'invente pas. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. On est basé à Braine-le-Château et on se base sur le même principe des maisons de ressourcement. Est-ce que tu es familier avec ce concept ? J'ai rencontré la responsable de Oncia Foundation et Oncidium Foundation, que tu dois certainement connaître toutes les deux. L'une récolte des dons pour faire des traitements médicaux assez innovants et l'autre propose des maisons où on accompagne les gens souffrant de maladies du cancer et les proches aussi. D'ailleurs, on parle des aidants proches, des familles qui sont touchées, on l'oublie trop souvent. Je te rejoins entièrement. Donc, nous, on a créé Reviscence à Braine-le-Château. Donc, c'est une commune limitrophe à Braine-l'Alleud. Pourquoi ? Parce que dans la région ouest du Brabant wallon, il n'y a pas de maison de ressourcement. Et comme tu le dis si bien, les maisons de ressourcement proposent des activités, des soins, des ateliers d'art-thérapie, par exemple. Et vous travaillez avec Oncia aussi ? Non. Je vous invite à vous mettre en contact. Moi, j'appelle ça de la réciprocité, en fait. On parle les uns des autres, on collabore. Il y en a qui sont tout à fait ouverts, d'autres un petit peu moins. Et en fait, moi, quand j'étais en traitement, si je voulais bénéficier de cette offre, entre guillemets, parce que c'est une belle offre, je devais aller jusqu'à Bruxelles, à Ouderghem, où je faisais la radiothérapie. Je n'avais pas nécessairement envie de retourner là-bas. Ou aller jusqu'à Ottignies. Donc, ce sont des trajets assez éloignés. On perd du temps, on perd de l'énergie. Et quand on revient, en fait, on perd tout le bénéfice du soin ou de l'atelier.
Je me suis dit, en fait, il n'y a rien dans notre région. J'ai envie de faire quelque chose. Et comme je faisais partie de la revalidation à l'époque, de fil en aiguille, une autre femme, Nathalie aussi, ça ne s'invente pas, a rejoint l'aventure pour le côté juridique aussi, accompagné avec l'administration, parce que c'est lourd de gérer l'administration quand on est malade. Clairement. Ensuite, on propose donc des soins, des ateliers, des activités. J'ai envie de dire administration, mais aussi les aspects financiers. Parce qu'on a des mutuelles, mais ce que les mutuelles ne couvrent pas, c'est les coûts autour, et c'est les coûts de l'aidant proche qui, lui, se retrouve avec une charge financière, donc une charge émotive, une charge mentale, une charge de travail, une carrière mise en pause et un manque de ressources qui descendent soudainement, mais dont les frais augmentent parce qu'il faut être aidant. Tu fais bien d'en parler parce que notre programme s'adresse aussi aux aidants proches, en fait. Nous, on s'est rendu compte que dans l'équation, on oubliait souvent les aidants proches. Trop souvent. On parle beaucoup des patients, ce qui est très bien, mais quand il s'agit de leur proposer justement un moment de divertissement ou un moment, une pause pour pouvoir un petit peu s'alléger de cette charge d'accompagnement, on s'est dit c'était le moment de faire quelque chose aussi pour les aidants proches. Donc, ils ont accès exactement au même programme d'accompagnement physique, psychologique, donc émotionnel et social, parce qu'on coupe le lien social quand on est malade, mais en tant qu'aidant proche aussi, puisqu'on se consacre beaucoup aux patients, aux allers-retours, aux visites chez le médecin, etc. Et donc, à Braine-le-Château, c'est ce qu'on a mis en place exactement. Et donc, pour l'instant, je suis très heureuse de partager que nous avons 10 bénéficiaires, 9 patientes. Pour l'instant, il n'y a que des femmes qui sont inscrites. Les hommes sont un petit peu plus frileux. On va en parler. Ça va être mon sujet suivant. Voilà, je suis ouverte à la réflexion. Parce que dans les aidants proches, force est de constater que la charge mentale, même dans les couples les plus déconstruits, reste chez la femme. Et je crois que dans le cas de la maladie, la charge mentale, elle se transfère. Et souvent, elle se transfère chez un aidant proche. C'est vrai. Et statistiquement, en Belgique, 85% des aidants proches sont des femmes. Ou des enfants. On oublie aussi souvent les enfants. C'est vrai. Et le transfert de la charge mentale, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Et tu fais bien de parler de cette charge mentale parce que c'est là qu'on veut aussi aider justement avec l'aspect juridique, administratif, parce qu'en fait, il se passe un tas de choses. Il y a soit l'assurance hospitalisation qui va réclamer plein de justificatifs, qui va intervenir pour l'opération en tant que telle, puis les 90 jours, tous les soins qui sont dans les 90 jours suivant l'intervention chirurgicale. Mais à côté de ça, il y a aussi la mutuelle, comme tu le dis si bien, mais qui va intervenir aussi au prorata de certains montants et qui ne va pas intervenir, comme tu le dis de nouveau si bien, dans les soins, en fait. Et ça ne va pas s'améliorer. Et alors, on n'est pas là pour parler de politique ni de pointer un parti quel qu'il soit, mais on est dans une politique actuelle où on va à la chasse aux sorcières de la maladie de longue durée. Mais on oublie trop souvent que la maladie de longue durée, ce sont aussi des gens qui ont un cancer. Moi, je vais parler d'une personne sans la citer. J'ai lu sur son Facebook récemment, cancer en phase terminale. Et il est abandonné. Tu as deviné. Oui, voilà, ça ne m'étonne pas. En fait, ce qui se passe aussi c'est horrible. C'est terrible, parce qu'en fait, tant qu'on est en traitement, on est vraiment bien pris en charge. Et dès que les traitements s'arrêtent, il y a vraiment une chute vertigineuse. Pour certains, ça peut vraiment être très, très, très stigmatisant de se retrouver tout seul. Et tout d'un coup, en fait, le corps médical n'ayant plus d'intervention au niveau de la santé, pour peu qu'on soit isolé déjà avant la maladie, on se retrouve dans cet isolement, mais avec une perspective et une profondeur encore plus terrible. Alors on parlait des femmes, je vais encore continuer sur cette voie. Il y a un sujet qui est puissant aussi, et qui est aussi lié à des tabous. C'est qu'en fait, on l'oublie, il y a la sexualité, elle est quand même placée dans cette échelle, à un endroit. On a besoin de se reproduire, et pour se reproduire, on a besoin de s'extiser, comme je dis toujours. On a besoin de produire des hormones qui produisent du bien-être aussi. Et ça fait partie aussi du prendre soin de soi. C'est pas forcément le premier sujet qui vient en tête quand on nous annonce un cancer, nous sommes bien d'accord. Toutefois, quand on est une femme et qu'on a un cancer du sein, quand on a un cancer, on fait une chimio et qu'on perd tous ses cheveux, une part de la discussion, de la préoccupation, c'est l'aspect féminin, c'est son respect, son image de soi en tant que femme. C'est un sujet qui est abordé depuis si peu de temps, j'ai envie de dire, alors qu'il est là depuis que la chimio existe. C'est vrai, et en fait... On a évolué, mais on est encore loin. Oui, et surtout ce qui se passe avec le cancer du sein et qu'on oublie souvent de mentionner, c'est l'hormonothérapie qui va suivre. C'est pas dans tous les cas, mais quand même très fréquemment. Et l'hormonothérapie, c'est une ménopause forcée pour certaines, une ménopause exacerbée pour d'autres. Une absence de libido aussi parfois. Alors voilà, parce que ça, ce sont les effets secondaires du traitement dont on ne parle pas. Dont les antidépresseurs pour les burn-out, c'est pareil, pour hommes et femmes, là par contre. C'est ça, tout à fait. Et donc on se retrouve défiguré, d'une part, par les cicatrices, par les traitements. Il ne faut pas oublier que la chimio, c'est vraiment du poison, qui nous sauve certes la vie, mais c'est du poison. Les rayons brûlent, qu'on le veuille ou non, on se retrouve souvent avec un sein partiellement brûlé et c'est pas très agréable. Et même si à ce moment-là, ton mari peut te regarder avec énormément d'amour, l'image de soi,
est extrêmement impactée. Et Ça va plus loin, c'est la confiance en soi est impactée. j'allais y venir, en fait. Il y a l'image de soi, puis l'estime de soi, et puis la confiance en soi, C'est une chaîne. qui font qu'en fait, on se retrouve à douter de soi. Tant que j'étais en traitement, en fait, j'étais super... Je me pimpais, en fait. C'était vraiment... Je faisais attention à la manière dont je m'habillais, je me maquillais, je suis toujours bien coiffée. Bon, ici, avec le relais et la météo, je suis pas très bien coiffée, mais en T'inquiète même pas, ça temps... va très bien. Mais ça a un impact. C'est important de parler de ça, parce qu'en plus, avec l'hormonothérapie, on prend du poids. Alors, ça vient se rajouter, en fait, au fait que, on est Dans une peut-être plus... société, on te présente les mannequins comme la Voilà. référence. Oui. Voilà, et donc moi j'ai toujours été obnubilée par mon poids, ça c'est mon combat personnel, mais là j'ai pris 7 kilos en 2 ans et les perdre c'est pas évident en fait. Et je ne me sens pas bien dans ce corps et donc je ne prends pas de plaisir non plus à m'habiller puisque l'image que j'ai de moi est altérée par ce miroir qui me renvoie quelqu'un d'autre. Donc il faut s'habituer aussi à qui on devient. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne par rapport à l'image de soi, par rapport à ces réflexions? Est-ce que si la société était un peu moins focalisée sur le paraître et l'apparence, ce serait plus facile? Non, je pense que ça doit démarrer avec la personne en tant que telle et c'est intéressant que tu poses cette question parce que chez nous on propose justement des ateliers de colorimétrie. Ah, Et c'est donc, puissant on a ça. une très très chouette coach en image et en confiance Tu peux en expliquer soi. aux gens qui connaissent pas? Voilà, donc je m'autorise à la citer. Donc c'est Stéphanie qui travaille avec nous et elle propose donc des ateliers d'image de soi où elle va passer en revue pendant 90 minutes une palette de couleurs pour voir quelles sont les couleurs qui nous vont le mieux. Comme les 4 saisons, elle va ressortir avec une palette prédominante. Et en fait, quand on met des couleurs qui nous vont bien, on a meilleure mine. C'est aussi simple que ça, mais on n'y pense pas. Et moi, je me suis baladée pendant des années avec du rose pâle et du moutarde parce que j'adore ces couleurs. Sauf que sur moi, ça me va juste pas. J'ai pas le teint qui va avec. Depuis que j'ai fait ça, oui, je vais favoriser les couleurs qui me vont bien. Et du coup, je vais quand même avoir meilleure mine, même si je me trouve pas belle. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. tout à fait. Tu t'induis Voilà, une conscience différente Tout à fait. par l'acte. Par l'acte, c'est ça, tout à fait. Quels sont tes gros défis au quotidien? Alors moi, mes défis au quotidien, personnels ou Pour le professionnels? relais, pour ton assos et pour toi. Je demande aux 3 plans. Si tu peux aller dans l'ordre que tu D'accord. souhaites, me répondre sur les 3 aspects. Je vais commencer par le plan personnel, dans le sens où je viens de divorcer. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Ça a un lien avec la maladie? En partie, mais je pense pas que. Bon, on Voilà, va le pas terrain parler était de déjà privé, glissant, mais je ok, pense, et d'accord, voilà, et c'est comme ça, et on s'est quitté en bons termes. En attendant, moi j'étais indépendante à ce moment-là, en fait. J'ai pas arrêté de travailler parce que j'étais aussi en préavis non presté, donc je n'avais pas d'intervention dans l'absence maladie par la mutuelle, ce qui est logique, mais je me suis retrouvée aussi donc indépendante avec la peur de basculer dans la dépression, donc j'ai continué de travailler. Ensuite, j'ai voulu quand même garder ma maison parce que c'était mon refuge, l'endroit où je me sentais le Ton mieux, encre. mon encre en sortant de tous ces traitements. Et donc, en fait, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai retroussé mes manches et je suis partie chercher un travail comme employée pour avoir la sécurité administrative et des soins que j'ai trouvés. Donc, je suis très contente. Mais à côté de ça, puisque les banques sont très gourmandes, je reste encore indépendante. Donc, ça, c'est une partie, c'est le plan professionnel. Sur le plan personnel, j'ai mes 2 enfants qui sont mes 2 pépites de 15 ans et 18 ans bientôt. 15 et 18 ans, Voilà, d'accord. 2 super ados vraiment. Et ensuite, sur le plan du relais, je t'ai dit, j'étais approchée un petit peu par hasard. C'est un heureux concours de circonstances. Alors, c'est très fatigant dans le sens où il faut combiner beaucoup de choses. On est bénévole, on donne de notre temps, de notre organisation. Il y en a beaucoup qui font des kilomètres incessants pour aller voir les sponsors. Et moi, de mon côté, c'était donc plus orienté la commission des battants. Et puis, sur le plan de l'association, en fait, pour l'instant, on est toutes les 4 d'accord de ne pas dépenser de l'argent pour les frais fonctionnels. D'accord. Donc, après mes heures, on s'occupe de faire le programme, de faire les conventions et voilà. Mais tu trouves toute cette énergie où? Je vais t'avouer que c'est la maladie qui m'a donné cette énergie. Avant, j'étais un peu genre flemme, pas du tout paresseuse, entendons-nous bien, mais j'avais besoin, je ne ressentais pas le besoin de me sentir aussi utile. Et en fait, toutes ces rencontres me nourrissent. La reconnaissance immédiate dans l'acceptation des émotions, dans l'acceptation de la difficulté, de la douleur, ça me nourrit. Moi, j'ai fait des merveilleuses rencontres grâce à la maladie. Et je dis grâce, pas à cause. Ouais, j'ai bien aimé, j'apprécie le mot grâce, tu positivises. C'est ça, tout à fait. On clôture cette interview tout doucement parce qu'on essaie de garder des capsules avec un temps raisonnable, mais tu m'interpelles sur tellement de choses, j'ai tellement de choses à partager ou à te faire partager. Je crois qu'on devrait faire un podcast d'une demi-heure, on devrait se revoir. Ça marche. On devrait se retrouver dans une émission spéciale avec où plaisir. on parlerait un peu plus en longueur de tous ces sujets. Il y a tellement de choses à approfondir. C'est vaste en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très vaste. Important quand même. Aujourd'hui, on s'adresse aux gens qui nous écoutent, auditeurs et auditrices qui peuvent être ou non concernés par le cancer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message d'abord à ceux qui sont dans la maladie? Qu'est-ce que tu leur dirais comme message qui te semble primordial? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul,
lever la main et on est là. Waouh. Pour les aidants proches, et ça me tient à cœur. Moi aussi, ça me tient très à cœur parce que je pense qu'en tant que patient, parfois, on n'est pas toujours bienveillant avec nos aidants proches. On ne se rend pas compte qu'ils font de leur mieux et on n'est pas toujours équipé à être aidant proche. Donc, il y en a qui s'improvisent peut-être parfois maladroitement et ça peut créer du coup des problèmes de communication et de ne pas répondre aux attentes de l'un comme de l'autre. Pour les aidants proches, de nouveau, il existe un tas de choses au niveau des mutuelles, au niveau de la législation du statut, de la reconnaissance du statut. Et il y a des associations comme la nôtre, Revissance pour les aidants proches. D'ailleurs, on clôture cette semaine la semaine des aidants proches aussi. Alors, je t'avoue que le podcast sera publié plus tard. Donc, à mon avis, quand les gens l'entendront, ce sera déjà fini. Alors, tu coupes, il n'y a pas de souci. Non, je ne vais pas couper, je vais le laisser parce Ouais. qu'on sait que c'est la réalité de ce que tu C'est fais, tous c'est les ans, ton en travail. fait. Voilà, tous les ans, exactement. Il y a la semaine des c'est notre ASBL, Voilà. en fait. J'ai envie de dire aussi que les aidants proches, c'est une chose qui est marquante, c'est que souvent, ils se mettent en danger eux-mêmes. C'est parfois à leur détriment qu'ils s'investissent. N'oubliez pas qu'un soldat qui défend quelque chose, s'il a le genou à terre, il ne défend plus rien. Donc, pensez aussi à vous préserver. Et ça mène à la dernière question de ce podcast. Que fais-tu pour te préserver, toi, dans ta santé au quotidien? Qu'as-tu mis en place? Je suis vraiment pas le bon exemple, en fait. Parfois, c'est vrai que j'ai tendance à dire faites ceci, faites cela, je ne fais pas moi-même. Tu es la cordonnière la moins bien chaussée? C'est ça. Et en fait, hier soir, en me couchant, j'avais très très mal au dos. J'avais, comme je dis toujours, les pieds qui clignotent tellement j'ai marché. Et je me suis promis que ce soir, en rentrant, d'ailleurs j'ai ma petite barquette de paella. Il paraît qu'elle est excellente. Je ne sais pas, je te le dirai quand on se reverra. Merci. Oui, en fait, c'est pas facile de savoir ce dont on a besoin. C'est très S'écouter. difficile de trouver. Il faut s'écouter et je pense qu'on n'est pas toujours outillé pour comprendre comment on fonctionne. Et là, moi, j'ai fait de belles découvertes avec ce que je fais comme indépendante, en fait, dans la communication. C'est qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, Mais certaines justement, personnes ouais. qui ont eu un cancer ne veulent plus en entendre parler, n'ont pas besoin de soins, D'autres se D'autres ressourcent en personnes parlant. en ont besoin mais n'ont pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'on est là, les moyens financiers. Et puis d'autres personnes vont encore être plus proactives, chercher, tester, un peu comme les essais cliniques, on teste et puis il y a des choses qui fonctionnent et il y en a d'autres qui vont juste pas du tout. Et je pense que là, le mot-clé serait plutôt la persévérance, dans le bon sens du terme. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. C'était un chouette témoignage et c'était important, je pense, de parler de tous ces sujets. On essaie de ne pas avoir de tabou dans cette chaîne. On ne parle pas de politique, mais voilà, il y a des choses qui sont aussi étroitement liées avec des décisions politiques et je pense que si les décideurs nous entendent, même si certains aident déjà ou font des choses, il y a des pépites ici à récolter dans ces différents témoignages, des prises de conscience qui sont importantes, qui ont été faites, je pense. Et les aidants proches, c'est vraiment un sujet où je pense que les politiques devraient beaucoup plus réfléchir encore et aller plus loin. Ça, c'est peut-être le dernier message que j'ai envie de dire pour conclure. Est-ce que tu irais dans mon sens ou est-ce que tu penses que j'ai tort? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Il ne faut pas les oublier dans l'équation. Alors, auditeurs et auditrices, vous avez aussi un pouvoir. Parce qu'il n'y a pas que les politiciens, il n'y a pas que la société, il n'y a pas que les assos, il y a aussi vous, auditeurs, auditrices, citoyens. Vous avez un énorme pouvoir. Vous pouvez déjà, d'une part, faire un partage, un like ou un commentaire sur ce podcast. Parce qu'en le faisant, vous rendez les épisodes et les émissions visibles et ça va nous permettre de toucher des gens qui ont peut-être des moyens de faire des dons très généreux. C'est hyper important. Deuxième chose, il y a un lien dans le texte du podcast, vous cliquez dessus, vous pouvez déposer. Vous êtes à l'hôpital souffrant d'un cancer ou immobilisé chez vous, vous pouvez porter votre voix et participer à ces témoignages. Avec ce lien, vous parlez au micro, vous enregistrez, vous réécoutez autant de fois que vous voulez, vous appuyez sur envoyer, vous mettez votre email, je le reçois, je l'analyse, je l'écoute, je nettoie le son et je le publie en podcast. Donc vous avez un pouvoir encore aussi de cette manière-là pour agir et faire porter votre voix. Et puis surtout, laissez aussi sur ce lien un petit message à mon invité. Félicitations, merci, courage, continue. Ces mots réconfortants sont riches et puissants, ne le négligez pas. Et alors le dernier point, ce qu'on fait aujourd'hui dans cette activité qui dure toute l'année et qui va être prolongée grâce à ce podcast, c'est de faire des appels aux dons. Donc je vous invite, auditeurs, auditrices, à faire un don. Et si vous n'avez pas les moyens, je vous ai déjà dit la recette. Partagez, commentez, likez. Merci et à très bientôt.